Bienvenue maintenant sur cette vidéo de théorie sur les formules de vitesse et d'accélération selon le repère que vous avez choisi pour travailler et résoudre votre problème de physique. Donc nous avons vu qu'il y a plusieurs repères. Parlons maintenant d'un point matériel. Donc vous avez choisi votre référentiel d'étude, par exemple le référentiel de la salle. Vous avez fixé un repère cartésien, vous êtes obligé de le faire pour démarrer votre problème. Et par la suite, nous allons voir, peut-être que vous avez choisi de placer un repère cylindrique sur votre particule, placé en P, ou un repère sphérique. Donc vous ne placez pas les deux en même temps, vous choisissez l'un ou l'autre. Et peut-être que vous pouvez tout résoudre directement depuis le repère cartésien, laissant de côté les repères mobiles. Alors, comme je vous l'ai dit, vos grandeurs physiques vectorielles, telles que les forces, les accélérations, les vitesses, les positions, le moment cinétique, le moment de force, etc., ne changent pas selon le repère que vous choisissez. Le repère, c'est comme une langue. Donc vous allez parler différentes langues pour simplifier la résolution de votre problème. Mais la physique reste la même. Donc le mouvement qui sera décrit, si après vous allez l'implémenter en programme dans un ordinateur, le mouvement de votre particule sera le même, peu importe le repère que vous avez choisi. Donc ce que vous allez observer dans le référentiel d'étude sera la même chose. Très bien. Alors maintenant, en partant de cela, donc vous allez voir que nous allons exprimer la position, la vitesse et l'accélération d'une même particule, représentée par le point P, dans le repère cartésien, cylindrique et sphérique. Les expressions que nous allons écrire vont changer. Et encore une fois, j'insiste, ça change parce qu'on change le repère dans lequel on travaille, mais la particule est toujours à la même position. Bien sûr, sa position peut après changer au cours du temps, mais là, j'ai pris une photo au même instant, bon, moyennant mes dessins, la particule se trouve à la même position dans le référentiel d'étude. Très bien. Alors maintenant, partons sur ce qu'on connaît déjà, les coordonnées cartésiennes. Donc là, j'ai choisi x1, x1, x2, x3, au lieu du classique x, y, z auquel vous êtes habitué, mais on peut très bien travailler là-dedans aussi. Alors, le vecteur position, ce serait le vecteur OP, de la particule, il serait donné comment? Je sais que vous avez l'habitude souvent d'écrire en colonne vos vecteurs. Là, on va les écrire sous forme de somme avec les vecteurs unitaires qui apparaissent. Et vous allez très vite comprendre pourquoi c'est intéressant de faire ça. Donc x1, c'est la première coordonnée. Elle multiplie le vecteur unitaire E1. À cela, on ajoute la coordonnée x2, qui vient multiplier le vecteur unitaire E2. Et ensuite, on ajoute la coordonnée x3, qui vient multiplier le vecteur unitaire E3. Donc restons concentrés sur les coordonnées cartésiennes ici. Maintenant, ce que je veux, c'est mon vecteur de vitesse de la particule. Je sais que je dois simplement dériver le vecteur position par rapport au temps. Et vous, ce que vous savez faire, c'est vous dérivez les composantes. C'est ce que vous avez appris. On vous a dit, très bien, vous avez un vecteur position avec pour composante x1, x2, x3. Vous dérivez par rapport au temps, vous obtenez la dérivée de x1 par rapport au temps, la dérivée de x2 par rapport au temps et la dérivée de x3 par rapport au temps. C'est vrai pour le paire cartésien qui est fixé au référentiel d'étude. Et je vais vous introduire aussi une nouvelle notation. Au lieu d'écrire ddt x1, on va mettre x1 avec un point dessus. D'accord? Dès que je mets un point, c'est la notation de Leibniz, ça veut dire dérivé par rapport au temps une fois. Si je mets deux points, ça veut dire dérivé seconde par rapport au temps. Donc là, j'ai un x1 point. Fois le vecteur unitaire E1, plus x2 point, fois le vecteur unitaire E2, plus x3 point, fois le vecteur unitaire E3. Jusque-là, tout devrait aller, c'est ce que vous savez faire. On va chercher l'accélération, on fait la même chose. Donc là, j'obtiens 2 points, puisque c'est la dérivée seconde de la coordonnée x1, qui multiplie le vecteur unitaire E1, plus la dérivée seconde, donc j'ai x2 point point, fois le vecteur unitaire E2, plus la dérivée seconde de la coordonnée x3, qui vient multiplier le vecteur unitaire E3. Juste pour rappel, donc quand j'écris par exemple x1 point, ça veut simplement dire la dérivée par rapport au temps de la coordonnée x1. D'accord? Donc ça devrait aller. Pas de souci là-dessus. Et pourquoi ça va si on retourne à nos repères ici? Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Notre repère cartésien est fixé au référentiel. Donc on n'a pas considéré les dérivées temporelles des vecteurs unitaires. Et ça, sûrement on ne vous l'a jamais introduit en classe, ou on n'y a même pas pensé en fait.
Et là, vous voyez, vous avez dérivé. Or, peut-être que mon vecteur unitaire, il n'a pas une dérivée temporelle qui est nulle. Peut-être s'il est en train de se déplacer dans l'espace, sa dérivée temporelle n'est pas nulle, comme le cas d'un repère cylindrique ou sphérique. Et c'est ce qui se passe. Là, vous devez faire attention. Le repère cylindrique, il est mobile dans le référentiel d'étude. De même que le repère sphérique. Donc les dérivées temporelles de ces vecteurs unitaires, on ne peut pas les négliger. Là, on les a négligés, en fait, on a sauté une étape. Si je devais dériver ça, rigoureusement, je devrais faire la dérivée de x1, c'est comme un produit de fonction. Vous savez, vous avez f'(g), si vous dérivez par rapport à la variable de vos fonctions, là, disons que c'est x, vous obtenez la dérivée de f fois g, ça donne f'(g) plus fg', n'est-ce pas? C'est la même chose qui se passe ici. Vous avez un produit, en fait, de deux choses qui peuvent varier dans le temps. Donc, vous obtenez x1 point fois le vecteur unitaire E1, mais vous devrez obtenir plus x1 fois la dérivée par rapport au temps du vecteur unitaire E1. Et ça, je ne l'ai pas écrit parce que je sais déjà que la dérivée du vecteur E1 par rapport au temps dans le référentiel, elle est nulle. Parce que le repère cartésien avec les vecteurs unitaires E1, E2, E3 est fixe au référentiel. Ce qui n'est pas le cas, donc je reviens là-dessus, sur mes deux repères mobiles, le cylindrique et le sphérique. Néanmoins, définissons ce qui veut dire que le repère, là, le vecteur unitaire, il change au cours du temps, qu'il a une dérivée temporelle non nulle. Un vecteur, ça a trois choses qu'il décrivent, d'accord? Trois caractéristiques. Une norme, une direction et un sens. En supposant qu'un changement de direction à 180 degrés, ça équivaut à un changement de sens, on peut assimiler changement de sens, on peut l'inclure dans la case changement de direction. D'accord? Donc, changer le sens d'un vecteur, ça revient à changer cette direction de 180 degrés. Donc, un changement de direction d'un vecteur décrit son changement de sens et son changement de direction. Et sa norme peut aussi changer, sa norme. Mais les vecteurs unitaires ont une norme constante à 1. Donc la seule façon de changer un vecteur unitaire, de le faire varier dans le temps, c'est de changer sa direction en fait, de le ramener sur un autre axe. Et c'est là où c'est important de vous rappeler qu'un vecteur est invariant dans la translation. Donc si je prends mon vecteur unitaire EZ là, et je le descends, ça ne fait pas une dérivée temporelle qui est non nulle. Si je le ramène sur des droites qui lui sont parallèles, il n'a pas changé non plus dans le temps. Si je ramène euro en bas ici, je le fais translater, ça ne change pas, d'accord? Donc c'est vraiment s'ils changent leur orientation, leur direction, d'accord? Et il se trouve que EZ, dans le repère cylindrique, EZ, lui, sachant que la seule façon de changer, donc qu'est-ce qui fait changer notre repère? Qu'est-ce qui fait varier dans le temps? C'est la variation des angles, en fait, d'accord? Là, si je fais bouger ρ ou z, ça ne va pas me faire varier mon repère, d'accord? Mon repère ne va pas avoir des dérivées temporelles, leurs vecteurs unitaires ne vont pas avoir des dérivées temporelles qui sont non nulles. C'est si phi change. Et phi, bien sûr, il change, ce n'est pas une constante. De même là, si je fais varier r, je fais translater Eθ, enfin je le ramène sur des droites parallèles. ER, il reste collinéaire à lui-même. Enfin oui, de toute façon il reste collinéaire, mais il reste sur le même axe. Et Eφ aussi se déplace selon des droites parallèles. Tandis que si je fais varier θ ou phi, là c'est notre histoire. Si je fais varier θ, j'ai Eθ qui part comme ça, ER qui part comme ça, Eφ qui part comme ça. De même pour phi, je vais avoir les trois vecteurs unitaires qui vont changer dans le temps. D'accord? Donc du fait qu'il y a des rotations, mes vecteurs unitaires vont avoir des dérivées temporelles non nulles. J'espère que là c'est clair. Et c'est là où c'est un peu challenging pour moi de vous présenter ça dès le début. Normalement, les repères cylindriques et sphériques, ils arrivent à la mi-semestre. Mais pour moi, c'était plus logique d'un point de vue peut-être mathématique et introduction, lorsque je définis le repère, de les définir maintenant. Ça fait beaucoup à encaisser, mais mieux que vous encaissiez maintenant. Et lorsque vous allez revoir, là, vous allez capter. D'accord? Mais essayez de capter maintenant. Ok, bon, revenons-en là-dessus, du coup. J'espère que je vous ai convaincu qu'un vecteur unitaire peut avoir une dérivée temporelle qui est non nulle. Donc déjà, prenons le repère cylindrique ici, j'ai fait un petit dessin ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu les vecteurs unitaires euro-phi ici, dans le plan OX1, X2, j'ai le droit. Je les ai fait simplement, je les ai déplacés selon des axes parallèles, et hop, je les fais translater jusqu'à l'origine. Donc j'ai euro et Eφ, et qu'est-ce que je vois? En fait, euro et Eφ, ils font un angle phi respectivement à E1 par rapport à E1 et E2. D'accord? C'est ce que j'ai représenté ici. Et là, on va faire de la trigo. Euro, par conséquent, je peux l'exprimer avec les vecteurs unitaires du repère cartésien comme cos phi E1 plus sin phi E2.
Alors on verra plus de projections vectorielles. Vous pouvez bien sûr faire un triangle rectangle comme ça et faire SOHCAHTOA. Donc, pardon, comme ça, on va le projeter, donc il fait un angle droit ici. Bien sûr, bah, voilà, vous pouvez faire votre triangle rectangle. Là, vous avez la composante selon E1, là, la composante selon E2. Donc là, l'adjacent à l'angle, l'opposé à l'angle. Moi, la façon dont j'aime le voir, c'est l'angle qui touche le vecteur unitaire du repère dans lequel je vais exprimer mon vecteur en question, même si c'est un vecteur unitaire. Ici, c'est rho en l'occurrence. J'ai le droit de le faire. Eh bien, lui va prendre le cosinus de l'angle. Tandis que l'autre va prendre le sinus. Ensuite, pour savoir si c'est plus ou moins, bah, je regarde si je me balade dans le sens du vecteur unitaire en question. Donc là, je sais que il va prendre le cosinus parce qu'il touche l'angle phi entre lui et le vecteur que j'essaie d'exprimer dans le repère E1, E2. Donc là, il va avoir plus, donc je me balade en plus E1, donc plus cos phi E1. Et je me balade aussi en plus E2, plus sin phi E2. Tandis que sin phi E2. Tandis que pour le vecteur unitaire E phi, je vais me balader en cosinus phi plus cosinus phi E2, mais en moins sinus phi E1. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Moins sinus phi E1 plus cosinus phi E2. Maintenant, tout ça, je devrais le multiplier par la norme, d'accord? Lorsque vous exprimez un vecteur, vous multipliez ensuite, donc vous l'avez projeté dans un repère, vous l'avez exprimé dans un repère donné, vous devez multiplier tout ça par la norme. Mais que vaut la norme de rho? Que vaut la norme de phi? Eux-mêmes, ce sont des vecteurs unitaires. Donc leur norme vaut 1. Donc là, ce que j'ai fait, c'est simplement projeter des vecteurs unitaires dans un autre repère, ce que j'ai tout à fait le droit de faire. On garde ça de côté. Maintenant, exprimons le vecteur position R de t avec les coordonnées cylindriques. Eh bien, pour faire OP, je peux passer par ce vecteur-là et additionner ce vecteur-là. Ce vecteur-là, il va avoir pour coordonnées, pour norme ρ, et il est long de quel vecteur unitaire? Le vecteur unitaire euro. Alors, il est où mon vert? Il est là. À cela, pour remonter à P, j'ajoute Z. Donc je vais avoir plus Z, EZ. Rho euro plus Z EZ. Alors je sais que ça change des coordonnées cartésiennes. Pourtant, je suis en train de positionner le même point. Parce que je l'exprime dans un repère différent. Rho avec le vecteur unitaire euro plus Z avec le vecteur unitaire EZ. Et j'arrive bien au point P, donc j'ai bien fait OP par la loi de Charles d'addition vectorielle. Enfin, même pas la loi de Charles, c'est simplement une addition vectorielle classique. Maintenant, on sait très bien que la dérivée temporelle du vecteur position va nous donner le vecteur vitesse d'un point P. Bon, on le fait. On prend la dérivée temporelle de ça. Donc je vais avoir la dérivée temporelle de ça. Donc je vais avoir d dt rho euro plus la dérivée temporelle de z fois le vecteur unitaire EZ. Et là, je vous ai dit, nos vecteurs unitaires, ils ne sont pas fixes dans le référentiel. Ils bougent. Du coup, on fait ρ point fois euro plus ρ fois la dérivée de euro. Et là, rappelez-vous, je vais utiliser la notation Leibniz. Une dérivée temporelle, c'est un point. Donc, ρ point euro plus ρ euro point. Voilà, donc ça veut dire dérivée par rapport au temps du vecteur unitaire euro. Je continue, plus z point z, plus z fois la dérivée temporelle de z, donc ez point. Mais je ne vais pas l'écrire, je vais écrire directement 0. Pourquoi? Parce que je sais que ez, il est toujours collinaire à E3. En fait, c'est même plus qu'il est collinaire, ils ont le même sens et la même norme aussi, donc et la même direction due à la collinéarité. Du coup, EZ en fait est égal à E3. E3, c'est un des vecteurs unitaires du repère qui est fixé au référentiel. Donc en fait, EZ, il a toujours une dérivée qui est nulle. Une dérivée par rapport au temps qui est nulle. Le EZ, le vecteur unitaire du repère cylindrique. Ok. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut jamais donner une réponse comme ça. Ça, c'est pas un vecteur unitaire, c'est la dérivée temporelle d'un vecteur unitaire. Du coup, on doit trouver qu'est-ce que ça vaut. Parce que là, notre réponse n'est pas finale. On ne peut pas écrire ça sur un papier. Si moi, je veux maintenant représenter le vecteur vitesse, si j'ai les valeurs de ρ point, z point et ρ, je ne peux pas là. Euro point, je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Donc, je dois trouver qu'est-ce que c'est que euro point. Eh bien, on a exprimé euro ici. On va simplement dériver cette expression. J'ai cos phi E1 plus sin phi E2.
je sais maintenant que je n'ai pas besoin de me soucier des dérivées temporelles de E1 et E2, parce que E1 et E2 sont fixés au référentiel. Donc je vais simplement dériver leurs composantes. La dérivée de cos phi par rapport au temps, ça va nous donner moins sin phi, et on se rappelle qu'on ne dérive pas par rapport à phi, du coup la dérivée interne va sortir du cosinus. On va avoir un phi point qui va sortir. Du coup on va avoir moins phi point sinus phi E1. De même, avec le sinus, on va avoir plus phi point cosinus phi E2. Et là, magie, si on factorise par phi point, on se retrouve avec moins sinus phi E1 plus cosinus phi E2. Et quel est ce vecteur? C'est rien d'autre que phi. Du coup, on obtient ici phi point. Si on factorise, alors je ne vais pas le faire pour économiser de la place, j'aurai phi point moins sinus phi E1 plus cosinus phi E2, et c'est égal au vecteur unitaire phi. Donc, je sais que ça peut paraître vraiment nouveau, mais c'est le cas. Travaillez vos maths, exercez-vous là-dessus, faites-le par vous-même surtout, pour vous en convaincre. La dérivée temporelle du vecteur unitaire euro, c'est égal à phi point fois le vecteur unitaire phi. En utilisant ça, je peux maintenant réécrire le vecteur vitesse comme ρ point euro plus ρ phi point E phi plus z point EZ. Et là, je viens d'exprimer la vitesse en coordonnées cylindriques. Alors, je ne vais pas faire le reste des démonstrations. Là, il faudrait prendre le vecteur vitesse et le dérivé par rapport au temps pour obtenir l'accélération. Du coup, on va avoir des dérivés de euro, on va avoir euro point, on va avoir E phi point. Je vous laisse vous-même calculer que vaut la dérivée temporelle de E phi. Par rapport au temps, je vous ai dit que la dérivée de EZ, on s'en moque. Ce qu'on va avoir, du coup, je reprends directement, je vous donne la réponse. On va obtenir ρ point point, donc la dérivée seconde de ρ par rapport au temps, moins ρ phi point au carré. Ça, c'est la composante selon euro. Plus ρ phi point point, donc la dérivée seconde par rapport au temps de phi, plus 2ρ point phi point. Donc on remarquera qu'une dérivée d'un angle par rapport au temps, ça c'est de la vitesse angulaire. Là, phi point point, c'est de l'accélération angulaire. Donc fois E phi plus z point point EZ. Là, vous ne devriez pas être surpris si EZ est égal à E3, qui est fixé au référentiel. Du coup, on n'aura jamais des dérivées temporelles de Z qui vont apparaître, elles vont toujours s'annuler. Donc on obtient directement z point point EZ, comme on aurait fait avec le repère cartésien. Je regarde juste combien de temps il me reste. Oui, ça devrait aller. Alors, attaquons maintenant le repère sphérique. Alors, pour le repère sphérique, c'est la même chose. Enfin, la même chose. L'expression va être différente. Bien sûr, en écriture mathématique, la physique décrite va être la même. Mais là, on doit se rappeler qu'on a l'angle phi ici, l'angle θ ici, comme je vous l'ai expliqué. Ce que j'ai fait, c'est un peu, on va dire, c'est pas orthodoxe, mais ça marche. C'est que j'ai placé les vecteurs unitaires euro EZ du cylindrique ici, qui vont me permettre de projeter les vecteurs du repère sphérique, pour faire la même chose en fait, pour calculer la dérivée temporelle de leur vecteur unitaire. Du coup, je prends ER et Eθ, d'accord, ER et Eθ, donc on se rappelle ER est le long de R, Eθ il est perpendiculaire et il est dans le plan de la porte qui sera en train de tourner. Hop, je les descends en bas ici, j'ai le droit de faire ça, je les translate, un vecteur est invariant dans la translation. Et ER forme un angle θ avec EZ, d'accord, qui est aussi le vecteur unitaire E3, et il forme un angle, et Eθ forme un angle θ avec le vecteur unitaire euro. Par conséquent, je peux exprimer ER comme suit, sinus θ euro, plus cosinus θ E3, alors peut-être je monte ici, comme ça vous l'avez, d'accord. Donc là je suis en train de projeter ER sur EZ euro, du coup, non, pas comme ça. Ouais, comme ça. Du coup, je vois bien que θ est avec EZ, donc le cosinus θ va prendre EZ qui est aussi égal à E3. Je me suis permis d'écrire directement comme E3 par les arguments que j'ai développés juste avant. Donc j'ai cosinus θ E3, sinus θ euro. Pour Eθ, je vais me balader en plus euro, mais en moins EZ. Et le θ
le cosinus θ va sur le euro, donc cosinus θ euro moins sin θ E3. Et E phi, ben c'est le même vecteur unitaire en fait. Le E phi qui est exprimé dans le repère cylindrique et dans le repère sphérique, c'est le même. Enfin, ils représentent la même chose, ils ont même la même coordonnée phi qui est associée. Du coup, je reprends simplement ce que j'ai développé avant, moins sin phi E1 plus cos phi E2. Ce que j'ai fait ici, c'est hautement illégal. Enfin, normalement, on ne devrait pas utiliser ça comme ça. Je ne peux pas m'amuser à exprimer un vecteur en utilisant les vecteurs unitaires de deux repères différents, d'accord? Parce que là, je passe par le cylindrique, qui est en plus même pas représenté entièrement sur mon dessin, et le cartésien. Néanmoins, ça va être, mathématiquement, pour faire ma dérivée temporelle de ER, ici, ça va être suffisant, d'accord? Mais pour être rigoureux, et lorsque vous devrez démontrer ces formules de vitesse et d'accélération, ce sera une série d'exercices que sûrement vous aurez, vous devrez remplacer euro par son expression avec les vecteurs unitaires du repère cartésien qui est fixé au référentiel, donc avec E1, E2, E3. D'accord? Donc là, normalement, ce que je devrais avoir, c'est du E1, E2, E3, E1, E2, E3. J'ai simplement gardé euro ici pour avoir une notation plus compacte. D'accord? Et parce que je connais déjà la dérivée temporelle de euro. Mais sinon, ne faites jamais ça. Hein. N'écrivez jamais un vecteur. Si vous l'exprimez dans un repère, vous choisissez un repère. Vous ne faites pas un mix de vecteurs unitaires. Enfin, vous pouvez le faire en étape intermédiaire, mais pas en réponse finale. Très bien. Bon, maintenant, on va essayer de repérer donc, notre position. Sa position, c'est quoi dans le repère sphérique? Eh bien, c'est là, c'est magique. C'est que c'est simplement R fois le vecteur unitaire ER. Ben oui, parce que ER, il est collinaire à EP. OP, pardon. Et la norme de OP, c'est R. Voilà. Fin de l'histoire. Collinaire est dans le même sens. Si je prends la dérivée de ça maintenant, ben, je vais avoir R point fois le vecteur unitaire ER plus R fois ER point, donc la dérivée temporelle du vecteur unitaire ER. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, je reprends ça. Je vais avoir... N'oubliez jamais la dérivée interne, d'accord? Vos angles changent dans le temps, donc leurs dérivées temporelles ne sont pas nulles. Sauf si on vous dit que l'angle est constant pour x ou y raison. Donc je vais avoir plus θ point cosinus θ. Donc je reprends ça, hein, sinus θ euro plus cosinus θ E3, c'est la façon dont j'ai exprimé ER. θ point cosinus θ euro. Hop, hop, hop. J'ai besoin de ma craie rouge, elle est là. Plus sinus θ fois la dérivée temporelle de euro. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a déjà calculé. Plus, et là, la dérivée temporelle de E3, on s'en moque, elle est nulle. Donc ça va nous donner, enfin, pardon, pas en plus, vu qu'on a un cosinus, il va nous donner un moins. Moins θ point, sinus θ, E3. Maintenant, si on regarde ça, eh bien, on se rend compte qu'en factorisant par θ point, j'obtiens cosinus θ euro moins sinus θ E3. Je retrouve Eθ. Donc j'obtiens θ point Eθ. Je sais que je saute des étapes, je dis à l'oral, mais j'ai besoin de place. Donc oui, là, voyez-le, faites-le sur votre feuille, mettez la vidéo en pause si vous voulez. Et il me reste sin θ euro point, et bien je vais simplement réutiliser ce que j'ai là. Je sais que ça me donnait phi point. Donc je vais avoir plus phi point sinus θ E phi. Et pourquoi là je suis content? Parce que j'ai besoin d'exprimer maintenant, vu que j'exprime la vitesse dans le repère sphérique, avec les coordonnées du repère sphérique et les vecteurs unitaires du repère sphérique, j'ai besoin d'exprimer la dérivée temporelle de ER avec les vecteurs unitaires du repère sphérique, ce que j'ai fait maintenant. Du coup, je vais pouvoir réécrire ça comme R point ER plus R. Et là, je vais avoir donc, cette facteur de donc θ point, je l'ai mis dans l'ordre Eθ, il arrive en deuxième, plus R phi point sinus θ E phi. Là, je prends ma feuille juste pour vérifier que ce que j'ai écrit c'est correct, mais je pense que oui. Oui, ça l'est. Donc on vient d'exprimer le vecteur vitesse en coordonnées sphériques.
Maintenant, je vous laisse dériver ça à la maison pour l'accélération et trouver justement la dérivée temporelle de Eθ et de Eφ. Vous pouvez utiliser la même méthode que j'ai faite ici. Et l'accélération vous donnera, donc on aura AR plus Aθ plus Aφ, donc ER, Eθ, Eφ. Vous avez bien compris que ça, c'est simplement les composantes en ER, Eθ, Eφ de l'accélération. C'est les composantes en mode stockage que je fais, car c'est long. Je vais les exprimer là-dessous. La composante selon ER, ça va être R point point moins R θ point au carré moins R phi point carré sin carré θ. Ensuite, on va avoir R θ point point plus 2R point θ point moins R phi point carré cos θ sin θ. Ça va être suivi par la composante en phi, ça va être R phi point point sin θ plus 2R phi point θ point cos θ plus 2R point phi point sinus θ. Joli travail à faire pour vous à la maison. Voilà. On va ensuite voir sur la prochaine vidéo comment calculer la dérivée temporelle de vecteurs unitaires de façon plus simple en utilisant le vecteur de vitesse angulaire et les formules de Poisson. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. On a exprimé les positions, vitesse et accélération de notre point matériel P dans 3 repères différents. Néanmoins, la physique décrite reste la même. C'est-à-dire, une fois qu'on résout tout, si on posait masse, par exemple la deuxième loi de Newton, on ferait F égale ma. Bon, on exprimerait les forces dans un repère de choix. Après, on fait appel à l'accélération comme exprimé dans ce même repère. On résout et on va décrire le même mouvement dans le référentiel d'étude. Voilà, je vous laisse là-dessus.